Alors, première session de pitch. Je vous rappelle le principe. Les sociétés, les startups vont se succéder et vont venir pitcher. Chacune des startups a 3 minutes pour pitcher. Ensuite, on a 2 minutes de questions-réponses. Ces pitchs, ils sont très très importants puisque à l'issue des pitchs, le jury va voter. Le jury dispose d'une petite application pour voter. 30 minutes après la fin des pitchs, les votes sont clos. Parmi ces startups, 10 seront sélectionnés pour bénéficier d'un coaching sur mesure pendant 6 mois. Ce coaching sur mesure va leur ouvrir les yeux sur les différences culturelles, les différences de marché et va leur permettre de mieux préparer leur implantation au Québec. Parmi ces startups qui auront bénéficié du coaching, 5 celles qui présentent le plus haut potentiel d'implantation au Québec seront sélectionnées et se verront offrir leur voyage au CIVIM Québec 2022. Voilà, sans plus attendre, on va appeler les membres du jury. J'en ai beaucoup par Zoom, il y en a quelques-uns dans la salle. Dominique Derangère, vous êtes chef de service eau assainissement à la communauté d'Aglo. Sophie Magnet, alors j'en vois vous êtes ici, vous êtes dans la salle, mais vous étiez en Zoom hier. Et voilà, c'est ça, vous m'embrouillez. Hier, vous étiez en Zoom, aujourd'hui, vous êtes dans la salle, donc vous êtes là. Mais par contre, vous êtes toujours chef de projet au DK Bourgogne-Franche-Comté. Ça n'a pas changé depuis hier. Comme de Bagneux, il est avec nous aussi. Directeur des services aux entreprises, Bureau Europe de Desjardins, qui est la première institution financière coopérative du Québec. Ingrid Landry Padelou, qui doit être quelque part avec nous dans la salle, qui lève la main. Ismaël Amouni, qui est dans la salle aussi, et qui est consultant secteur public local chez NS by KPMG. Guillaume Dolbeau, directeur de l'innovation de l'offre digitale SOR. Laurence Duic, Senior Innovation Manager chez SOR. Pascal Minguet, qui n'est plus là, mais qui est peut-être avec nous en Zoom, et qui est chargé de la transformation numérique à la direction de l'aménagement du territoire et numérique Bourgogne-Franche-Comté. Sonia Boulet, coordinatrice ville agglomération de Nevers, et qui fait partie de cette merveilleuse équipe d'organisation du CIVIM. Fabrice Berger, maire de la commune de Chaluis, vice-président à la transition écologique et aux stratégies d'optimisation environnementale à Nevers-Aglo. Mathilde Musset, animatrice territoire zéro déchet, zéro gaspillage à Nevers-Aglo. Cécile Jean-Marie, service déchets et services aux particuliers à Nevers-Aglo. Stéphane Bernier, qui est directeur de l'innovation numérique et des systèmes de l'information de la ville de Nevers. Delphine Cousini, chef de projet collectivité Veolia, recyclage et valorisation des déchets. Voilà un jury pléthorique, mais plus on est et plus les votes sont justes, plus les sensibilités sont différentes pour juger nos candidats. Et le premier candidat, c'est Agora Software, qui est présenté par Thierry Grenaud. Thierry Grenaud, il est dans la salle, il va nous rejoindre, il va s'installer et il va nous présenter donc Agora Software. Thierry, bonjour. Quand vous êtes prêt, vous me le dites, je déclenche mon petit chrono et c'est bon, on y va? On peut y aller. Allez, c'est parti, 3 minutes pour pitcher Agora Software. Bonjour, merci de votre accueil. Donc, je représente effectivement Agora Software, qui est une société qui a été créée en France et qui est en train également de s'implanter au Québec et qui a notamment comme secteur d'activité les villes moyennes et plus petites éventuellement. Le sujet, c'est que quand on regarde une ville, souvent on les compare à des entreprises, mais il y a beaucoup de différences. Et une des différences, c'est la diversité des métiers. Il y a beaucoup plus de métiers dans une ville que dans une entreprise. La diversité des infrastructures, la voirie, les équipements sportifs, les écoles, etc. Et donc la diversité des processus à mettre en place et des mécanismes à développer, des opportunités également d'innovation au sein de ce gros ensemble. Si on veut adresser cette diversité, il va falloir traiter le problème de manière systémique et non pas projet par projet. On peut identifier 30-40 projets d'amélioration très facilement. Et pour faire ça, Agora propose une plateforme collaborative qui a comme caractéristique, comme originalité, de rassembler des gens, bien entendu, les acteurs de la ville, donc les agents, le maire, enfin l'ensemble des services, mais également les infrastructures digitales,
les applications métiers, les objets connectés, les équipements connectés, comme un chauffage par exemple. Et il va permettre, au sein de ce système, on va s'intéresser aux usages. Donc tout le problème, c'est d'améliorer les usages sans modifier les infrastructures. On parlait tout à l'heure de faire durer les choses, de ne pas faire du jetable. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire mieux avec ce qu'on a déjà. Et pour ce faire, on utilise deux grandes technologies. Le premier, c'est le traitement du langage naturel. On va permettre aux utilisateurs d'interagir en langage naturel sur leurs outils actuels, Microsoft Teams, WhatsApp, etc., avec leur infrastructure numérique. Et la deuxième chose, c'est les processus codés en mode no-code, donc non codés, qui vont permettre aux acteurs métiers, le patron des parcs et jardins, le patron du chauffage de la piscine, de développer ses propres processus à la souris sans avoir besoin d'être un informaticien. C'est un expert métier, c'est pas un expert informatique. Ça redonne la main aux équipes. Et si on résume un petit peu Agora, Agora, c'est une plateforme qui va permettre de transformer les usages sans modifier les infrastructures, tout en gardant les agents impliqués au cœur de ces processus. C'est-à-dire, souvent, on les met de côté, ce qui est une erreur, puisque je dirais, le désintérêt des équipes, c'est la première cause d'échec d'innovation. Et le deuxième grand bénéfice, c'est le fait de pouvoir avoir des quick wins, alors en français, des victoires rapides. On peut déployer le système en quelques jours, un nouveau process en quelques heures. On n'est pas obligé d'attendre des longs process pour pouvoir tout de suite voir des choses concrètes qui arrivent. Voilà. Alors, vous venez de nous pitcher Agora. 2 minutes de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Alors moi, j'ai une question. Vous nous dites, on va pouvoir interroger en langage naturel, et en utilisant Meets, par exemple. Ça veut dire quoi? Je vais me plugger sur Meet, puis je vais parler, et votre application, elle va comprendre? Alors, ça veut presque dire ça. Ça veut dire que, par exemple, dans une ville, peut-être la ville a choisi MS Teams de Microsoft, mais peut-être elle préfère avoir WhatsApp. Vous allez pouvoir recevoir des notifications, un message variable très, très précis, par exemple, quand un incident est arrivé, ou qu'il faut ramasser, on parlait de ramassage des déchets, une poubelle est pleine, il va falloir envoyer peut-être la tournée. Mais inversement, le responsable des parcs et jardins va pouvoir interroger quel est le niveau de sécheresse du terrain dans le parc à tel endroit pour savoir s'il va falloir arroser. Et éventuellement même, dans son automatisme, il va pouvoir ajouter la météo pour pouvoir déclencher quelque chose. Il va poser la question à la plateforme. Il va poser la question à la plateforme qui va lui parlant. Alors, aujourd'hui, c'est en écrivant. En écrivant, en posant la question. La question comme de manière posait une naturelle. question à Google. Ou à vous-même. Ou à moi-même. Ou à vous-même. Je ne suis pas Google. J'ai Peut-être pas il vaut cette mieux. prétention. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Eh bien, écoutez, non. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez été excessivement clair. Voilà. Donc, Agora, Thierry Grenaud, c'était le premier pitch. Je vous remercie beaucoup et je vais appeler maintenant Marion Leroy de la Brière qui va nous parler de format compost. Marion Leroy de la Brière qui s'approche de nous et qui va nous parler de format compost. Bonjour Marion. Vous nous dites, oh là là, vous avez votre pitch, vous avez écrit votre pitch. Ah, il faut s'imprégner de son pitch, il faut jouer son pitch. Hein? Vous êtes prête? Allez, on est au théâtre. Pitchez-nous format compost. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion Leroy de la Brière, technico-commerciale chez Format Compost. Nous innovons pour apporter une solution de valorisation des déchets organiques plus écologique et plus économique. Représentant jusqu'à 60% des déchets résiduels au Québec, la valorisation des déchets organiques fait partie des mesures essentielles de la transition écologique. Le gouvernement québécois se donne d'ailleurs comme objectif de gérer 100% des déchets organiques des territoires municipaux d'ici 2025. En territoire urbain dense, la collecte reste une solution soutenable. Elle devient par contre très coûteuse, complexe et polluante dans les territoires aux habitations éloignées ou peu importantes. Pour pallier à cela, le programme d'aide au compostage domestique et communautaire du gouvernement québécois vise à soutenir financièrement les communautés de faible taille afin de détourner à la source les matières organiques de l'élimination résiduelle. Les solutions de compostage individuel déjà existantes, telles que les composteurs rotatifs de jardin, les bacs de compostage ou les lombricomposteurs, répondent malheureusement mal aux besoins de valorisation de l'intégralité des déchets alimentaires. Donc d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, des solutions durables de gestion et de valorisation sont à inventer. Nous avons donc conçu l'innovation hybride, alliant la nécessité de composter au plus près de la maison et de détourner 100% des déchets alimentaires. Le culbuto a été pensé pour faciliter le compostage et le mettre à la portée de toutes et tous.
Compact, étanche et muni d'un réservoir pour réceptionner les jus, il s'installe au plus près de la cuisine, même sur une terrasse ou dans un espace intérieur tel que le garage par exemple. Ne laissant pas s'échapper les odeurs et n'attirant pas les rongeurs, il peut accepter tous les déchets alimentaires, même les déchets carnés ou laitiers que l'on met généralement dans la poubelle. Rotatif, il facilite le compostage et l'accélère, ce qui permet de valoriser jusqu'à 10 kg de déchets alimentaires par semaine. Une utilisation quotidienne qui reste simple et efficace. 2 ans de recherche et développement ainsi que 2 brevets nous permettent aujourd'hui de proposer 2 générations de culbuto. Fixe ou mobile, isotherme ou non pour s'adapter aux réalités des territoires. Les 2 modèles sont conçus à hauteur de 50% en plastique recyclé et sont 100% recyclables. Le culbuto contribue également à l'économie circulaire en permettant en particulier de produire un compost frais qui va redonner de la fertilité à nos sols qui en manquent. Parce que la stratégie de valorisation des déchets organiques fait partie intégrante de la lutte pour une réduction des émissions des gaz à effet de serre, nous n'imaginons pas exporter nos produits en les envoyant par container de l'autre côté de l'Atlantique. Cette volonté de pertinence ainsi que de nombreux échanges avec des élus québécois nous amène aujourd'hui à préférer proposer, via des licences de production et de distribution, la possibilité de fabriquer le culbuto directement au Québec. Pratique, écologique et économique, le culbuto est la solution innovante et engagée pour valoriser aujourd'hui nos déchets alimentaires. Voilà, on se croirait au téléachat sur la fin. Pratique, économique et écologique, le culbuto est la solution. Achetez le culbuto, messieurs, pour combien ? 99 €, 99 et 99 centimes. Voilà, en promotion. Alors, mais c'est parfait. Alors, vous avez vu que vous avez un concurrent, quand même, Terreau. Hein, Alicia en a parlé. Tout à fait. Vous le connaissez, Terreau ? Non, pas moi personnellement. Ah, bah, il va falloir regarder ça. Mais par contre, c'est fantastique. Hein, vous avez vu, ils ont levé combien ? $1 million, hein, oui. Elle a dit, Alicia. Mais c'est ça qui est bien. Il faut différentes solutions pour différents habitats urbains. Alors, des questions sur culbuto de format compost. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, une question. Alors, allez-y. On a plus ou moins une expérience de compost, mais parfois mourir parce que j'ai mis une plante malade dedans, que ça a contaminé. Est-ce que le Alors, on a des problèmes de micro. Alors, je vais résumer la question pour qu'on l'entende à distance. On a tous plus ou moins une expérience de compost, nous dit Pascal. Personnellement, pas trop. Et parfois, il arrive qu'on met une plante qui va contaminer le compost. Est-ce que c'est le cas dans le vôtre ? Alors déjà, le culbuto permet vraiment de garder la montée en température naturelle qui se fait dans le processus de compostage, ce qui va permettre d'éliminer déjà de manière plus efficace cette problématique. Mais également, le culbuto a vraiment été conçu pour le compostage des déchets alimentaires. Il n'est pas prévu pour mettre tous ces déchets de jardin dedans, pas parce qu'il ne composterait pas, tout simplement parce que ça le remplirait beaucoup plus rapidement. Donc à ce moment-là, pour les personnes qui ont un jardin assez grand, on va leur conseiller de composter leurs déchets de jardin dans un bac comme habituellement, parce qu'il y a moins besoin de les remuer, et de mettre les déchets alimentaires dans le culbuto. Et pour les bons citadins comme moi, ça marche ? Tout à fait, justement. C'est l'intérêt, même si on n'a pas de jardin, si on n'a pas de surface enherbée, on peut le poser dans le garage, on peut le mettre sur la terrasse, et il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est parfait. Voilà, culbuto, 299,99 € en promotion. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, c'est un beau projet. Et puis, vous avez pensé à beaucoup de choses, et notamment l'idée de ne pas envoyer son produit, mais de le proposer sous licence pour qu'il ne soit pas expédié au bout du monde, mais qu'il soit fabriqué plus proche des gens. Je trouve que c'est bien. Vous avez bien fouillé votre projet et vous êtes cohérent du début à la fin. Très bien. Je vous remercie. Merci. Alors maintenant, on va appeler Xavier Wagner. Xavier Wagner qui va nous rejoindre et qui va nous pitcher ITK. Il est où, Xavier Wagner ? Il est en Zoom. Eh bien voilà, il est en Zoom. C'est pour ça que je ne l'avais pas sous les yeux. Xavier Wagner, est-ce que vous m'entendez ? M'entend-il, oui, je vous entends, mais je n'arrive pas à désactiver le partage. Hein. Alors, on a le même problème qu'hier avec le partage. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Xavier Wagner, pendant qu'on va résoudre ce problème de partage, on va passer au prochain qui est Jean-Yves Orcel. Jean-Yves Orcel
qui est en présentiel ici et qui va nous présenter Déchetterie 4.0. Hein, c'est ça? Voilà, Jean-Yves Orcel qui arrive et qui va avoir donc 3 minutes pour nous pitcher sa solution. Bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Je suis très content d'être aussi vive parmi vous. Mon objectif, depuis que j'ai créé SGID, c'est de pouvoir finalement assurer la possibilité aux particuliers comme aux professionnels d'arriver à la déchetterie sans avoir à attendre. Je me suis aperçu de ça juste après le confinement. C'est catastrophique, des gens qui attendent. Pour les professionnels, c'est du gâchis, et pour les particuliers, ça peut être des sources d'énervement qui en fait, sont vraiment, maintenant, avec le numérique, à bannir. Donc, il faut savoir que le manque à gagner sur les déchetteries, au niveau national, c'est 350 000 € par an et par déchetterie. C'est 1,6 milliard tous les ans, donc quelque chose de colossal. Mon idée, c'est que chaque particulier, chaque professionnel rentre ses coordonnées avec son numéro de plaque minéralogique et sa carte d'identité. À partir de là, eh bien, on va le recevoir à la déchetterie, la barrière va se lever, et à ce moment-là, on va peser chacun des essieux, comme on le fait sur en fait, les chantiers du Grand Paris Express, avec cette technologie et cette société qui a levé 10 millions d'euros l'année dernière. Donc, derrière, d'un point de vue déclaratif, l'usager va nous dire, voilà, j'ai 20% de métaux, 80% de déchets verts, et je vais pouvoir discriminer en sortie, puisque je repeserai le véhicule, referai un contrôle de plaque minéralogique, je vais discriminer le professionnel du particulier. À partir de là, le professionnel, je peux le facturer, et de manière raisonnable, à l'acte, et le particulier, je vais lui dire, Monsieur Durand, vous allez photographier votre vieille machine à laver, vous allez rentrer en contact directement avec les acteurs de l'économie circulaire et vous allez être récompensé avec des coupons de Nevers, avec des bons de Longueuil. Donc la blockchain nous permet à la fois pour les professionnels de payer en monnaie locale et pour les particuliers eh bien, de gagner de la monnaie locale qui va pouvoir être utilisée dans tous les commerces voisins. Actuellement, on travaille également avec la REP 2022 sur cette problématique de traçabilité des déchets. Et donc, l'idée, c'est qu'un propriétaire d'immeuble appelle, par exemple, Bob Démolition, que ce soit à Longueuil ou à Nevers, pour déconstruire son immeuble. En fait, ces déchets vont devoir être tracés. Et la blockchain va nous permettre très simplement, par le gain de tokens, en fait, le propriétaire va donner ses tokens, et derrière, la traçabilité va être telle que Bob Démolition va devoir donner ses tokens à la déchetterie, et ensuite sera payé seulement une fois qu'il aura porté ses déchets en déchetterie. Eh bien voilà, c'est un projet à la fois passionnant et complexe, mais utile. Hein. Est-ce que les déchetteries vont devoir s'équiper vous parliez de pesage des essieux, elles sont toutes équipées déjà? Alors, d'ores et déjà, beaucoup de déchetteries ont des ponts bascules, certaines n'en ont pas. C'est l'opportunité d'arriver avec des coûts qui sont bien moindres, avec cette solution de pesée extrêmement pertinente. Et donc, on va analyser la déformation de la chaussée, et c'est quelque chose, à mon sens, qui vraiment est important. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette solution? Est-ce que ce n'est pas un petit peu lourd pour l'usager qui doit prendre en photo sa machine à laver, prendre en photo sa carte d'identité? Est-ce que c'est pas un peu compliqué, ou alors c'est une habitude à prendre? Alors, le dépôt de la carte d'identité et le dépôt de la plaque minéralogique, mis à part les gens qui changent de voiture, eh bien, ce sera fait une fois et pas plus. Donc c'est quelque chose de très simple. Quand vous imaginez qu'il y a des gens qui, tous les samedis, font 1h30 d'attente à l'entrée de la déchetterie, ben, globalement, il y a un gain de temps colossal. Et puis le fait de mettre en place une monnaie circulaire, c'est quelque chose... Qu'est-ce qui fait qu'on gagne du temps? Il y a une prise de rendez-vous? Eh bien oui, tout à fait. Vous allez avoir un créneau et vous allez avoir la possibilité de prendre rendez-vous.
D'accord. Eh bien, écoutez, tout ça est fantastique. On ira tous à la déchetterie, c'est génial. L'objectif est de recycler plus et mieux. Hein. En France, il faut savoir qu'il y a 38% des articles qui sont recyclés. C'est vrai que les chiffres que vous avez donnés sont impressionnants. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Pas de dernière question. Allez, on va passer au pitch distanciel. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'aurais grand plaisir à travailler au Québec puisque j'ai déjà installé un radar de passage piéton dans la ville de Longueuil. Ah, donc j'aurais bien plaisir à y revenir. Un passage piétonnier, comme on dit là-bas. Alors, on va refaire une tentative avec vous, Xavier Wagner. Xavier Wagner, vous êtes avec moi. Xavier Wagner. Oui. Territoire carbone neutre. Oui, je vous entends. C'est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, oui, moi je vous entends. Je vous entends. Je ne vous vois pas terriblement bien, mais je vous entends. Alors, allez-y, 3 minutes pour pitcher votre solution. Je déclenche le chrono. Bonjour à tous, donc Xavier Wagner, directeur en marketing stratégique d'ITK. ITK, c'est une entreprise de l'agritech. Nous intégrons de la connaissance scientifique depuis 15 ans et la complexité du vivant, tant dans les cultures que les productions animales, dans des outils d'aide à la décision pour apporter les bonnes informations au moment aux agriculteurs, à leurs conseillers ou à des acteurs pour des enjeux court terme ou moyen terme. Nous sommes présents en Europe, aux États-Unis et nous avons un premier client au Québec. Aujourd'hui, je voudrais faire le lien entre les activités humaines et ses conséquences, notamment en matière de gestion de l'eau et recyclage, valorisation des déchets, et l'agriculture. Ça, c'est mon propos. Les territoires sont soumis à des multiples transitions écologiques, alimentaires. L'agriculture, c'est produire des aliments, énergétiques et économiques. On connaît tous aujourd'hui le fait que les boues de station d'épuration, les digestats, les composts, sont des amendements pour les sols, c'est-à-dire qu'ils fertilisent le sol, ils amènent de la matière organique dans les sols. Et de l'autre côté, on a cette transition agroécologique qui implique des changements de pratiques. Et notre propos est aujourd'hui de pouvoir organiser la montée en puissance des changements de pratiques qui sont vertueuses en termes d'impact sur l'environnement, à la fois parce que ça développe la santé des sols, ce qui est fondamental aujourd'hui pour l'agriculture, et qui permet, comme par magie, de pouvoir stocker aussi du carbone dans le sol. Tout ça dans une vision globale de la performance économique et environnementale, à la fois pour l'agriculteur, pour le territoire et pour les différentes parties prenantes. Pour pouvoir réaliser tout ceci, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Le point central est de pouvoir valoriser les efforts des agriculteurs en les accompagnant à travers des outils. Donc nous avons toute une série d'outils pour toutes les cultures et l'élevage pour aider à changer ces pratiques et à évaluer les impacts, et de valoriser ces impacts positifs pour l'environnement dans des crédits carbone qui peuvent eux-mêmes être rachetés par le territoire ou d'autres acteurs et permettre à la collectivité d'atteindre sa propre neutralité carbone. Donc des impacts positifs à la fois pour le territoire, ses habitants et le monde agricole. Pour réaliser tout ça, qui est un sujet complexe, et je ne vous parle pas de technologie ici, nous avons organisé une plateforme à partir d'outils existants. Le cycle dicarbone, c'est quelque chose qu'on a développé déjà depuis de nombreuses années, et on a besoin, dans le cadre d'un projet, de pouvoir apporter des réponses sur la capacité du territoire à s'adapter au réchauffement climatique, à simuler des changements de pratiques et à aider des agriculteurs, tout en permettant à des organismes de certification de pouvoir vérifier les engagements pris par les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, nous proposons aux collectivités locales de mettre le monde agricole au cœur de leurs projets de territoire. Ce sont des projets éminemment locaux, où le lien agriculture et alimentation est évidemment naturel, de profiter de la capacité de stockage du carbone dans le sol du monde agricole pour développer des approches multifilières, que ce soit dans le végétal, les grandes cultures, la vigne, l'arboriculture, mais aussi les productions animales comme les vaches laitières ou les vaches allaitantes. Voilà. Donc cette plateforme, elle est aujourd'hui en cours de développement, et au-delà de travailler uniquement avec les acteurs d'une filière, nous souhaitons nous connecter avec les territoires. Voilà, vous avez dépassé un petit peu, même assez largement, votre temps. Je vous ai laissé filer parce qu'on avait des problèmes de connexion avec vous. Est-ce qu'on a des questions
dans la salle concernant ce projet. Il y a une question, c'est fantastique. À vrai dire, Pascal Kuczynski. deux questions. Deux questions, allez-y. La Pascal. première, est-ce que vous avez un exemple très concret, en France sans doute, où l'appareillage fonctionne? La deuxième question, c'est la même chose au Canada. Vous pensez que ça, je ne sais pas, moi je connais la poutine au Canada et le sirop d'érable. La première production doit être l'érable. Et est-ce que ça fonctionne sur des champs d'érable? Alors, je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur les champs d'érable. Pour vous donner des exemples, le stockage de carbone, il est favorisé par le fait qu'on ne laboure plus ou qu'on met en œuvre des cultures, des intercultures qui ont la capacité justement à absorber le carbone. Donc, c'est des principes qui s'appliquent évidemment un peu partout dans le monde. On est en train de finir un projet au Kenya, donc, sur le maïs, avec 2000 agriculteurs pour justement continuer à développer ce moteur de calcul du stockage de carbone. En France, il faut savoir que le label bas carbone existe. Ça veut dire qu'il y a un cadre pour faire tout ça. Il y a d'autres cadres certifiants qui existent dans le monde. Et il est tout à fait possible de décliner ces approches-là dans des territoires au Québec, au Canada. On est déjà en discussion avec des acteurs dans les grandes cultures au Québec. Donc c'est quelque chose qui sont complètement réplicables. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou sur Internet? Benoît Balmana, vous avez levé la main. Non, vous vous grattez le nez. Benoît Balmana se gratte le nez. Il n'a pas de question. Moi, j'ai une précision pour Pascal. Vous vous intéressez à l'érable. Outre la poutine, je vous conseille la tire. C'est délicieux, la tire avec le sirop d'érable. Vous confirmez, Benoît Balmana? Il confirme, il opine du chef. Un incontournable. Un incontournable, la tire. Voilà. Une autre question dans la salle. Quel est le bénéfice concret pour l'agriculteur d'adhérer effectivement à cette solution que vous proposez? Oui, alors il y a un double bénéfice. Le premier, il est environnemental. C'est la satisfaction que ces efforts de changement de pratique soient valorisés à travers les crédits carbone. En France, le label bas carbone fixe un prix minimum à 30 € la tonne. Et puis, parce que le sujet de l'environnement n'est pas disjoint de la performance de l'agriculteur, ces pratiques doivent conduire à un maintien au minimum, voire un développement du rendement de l'agriculteur. Donc, c'est la cohabitation d'objectifs environnementaux et de performance économique. Et ça, c'est les deux qu'il faut exécuter en même temps. Et c'est un facteur essentiel pour pouvoir, on va dire, engager et intéresser les agriculteurs qui sont soucieux, évidemment, de leur compte d'exploitation et de maintenir leurs activités là où ils sont. Voilà, plus de questions. On va passer au prochain pitch. Je vais donner la parole à Rodolphe Vogt. Rodolphe Vogt qui va nous présenter Cador. Rodolphe, je le vois en distanciel. Il faut qu'il se connecte maintenant. Rodolphe Vogt. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Et on vous entend, je ne vous vois pas encore, mais je suis sûr que ça va venir, Rodolphe Vogt. Ça devrait venir, en tout cas moi je vois mes slides. Donc eh bien c'est pareil, c'est très bien. Écoutez, je suis prêt à déclencher mon petit chrono magique. Non, je ne suis pas prêt, il ne veut pas se déclencher, ça y est. Allez, quand vous voulez. Eh bien voilà, donc je m'appelle Rodolphe Vogt, je suis le CEO et le cofondateur de Cador. C'est une société que j'ai cofondée il y a 4 ans avec mes associés. Et on répond à une mission qui est extrêmement simple, c'est l'automatisation de tâches d'inspection visuelle. Donc aujourd'hui, je suis désolé de ne pas être avec vous en présentiel, mais je suis au Canada, donc ça tombe bien avec le sujet de l'événement. Alors l'idée, elle est vraiment très simple, c'est qu'on a des opérateurs dans beaucoup d'industries, même dans les collectivités, qui doivent inspecter de nombreuses choses, qui doivent surveiller des événements, et ils font tout ça à l'aide évidemment de l'œil humain. Et ces tâches-là, elles sont souvent fastidieuses, elles sont répétitives, mais elles sont critiques. Elles sont critiques pour optimiser des ressources, pour gagner du temps. Et nous, on a une solution, c'est des caméras intelligentes qui vont pouvoir automatiser ces tâches-là pour permettre aux opérateurs, aux agents, de se concentrer sur ce qui importe vraiment, ce qui est en général pas forcément de passer du temps à regarder quelque chose. Donc si on regarde sur le slide suivant, on a déployé plus de 150 caméras intelligentes, donc dans différentes industries, voilà, dans l'agriculture, dans le ferroviaire, vraiment dans beaucoup d'industries, dans le médical.
Et on pense que ces technologies-là, elles sont utiles aussi pour les collectivités, pour les territoires, pour les agglomérations. Et je vais vous donner 2 exemples. Donc, sur le slide suivant, ce qu'on va voir, c'est des caméras qu'on a installées dans des bassins d'eau, dans les usines de traitement des eaux, pour justement détecter au plus vite les dérives, pour optimiser au maximum les ressources importantes en eau pour les collectivités. Donc, c'est des caméras qui sont immergées sous l'eau et qui permettent de faire du contrôle qualité de l'eau si on veut. Un autre exemple très intéressant pour optimiser des ressources, sur le slide suivant, c'est dans l'agriculture, où en fait on fait de la cartographie avec des caméras qui sont installées sur des tracteurs. On fait de la cartographie de mauvaises herbes pour pouvoir détecter en fait où est-ce qu'il faut utiliser les produits phytosanitaires, donc les herbicides, et les optimiser au mieux. Donc plutôt que de les utiliser aveuglément, on va pouvoir cibler pertinemment leur usage grâce à cet œil artificiel qu'on peut disposer sur un tracteur ou sur un enjambeur dans la ville. Donc nous, on est une société qui est française à la base. On s'est incorporé cette année au Canada, où on a trouvé nos premiers clients entre l'année dernière et cette année. Et évidemment, on a une relation assez particulière avec le Canada, puisque tous les associés ont passé plus d'1 an à Rimouski au Québec. Et on essaye aujourd'hui de se développer beaucoup sur les 2 territoires en Europe et sur le territoire nord-américain, où on essaye en fait de proposer tous ces services qu'on a déjà développés et déployés en Europe. Donc ces caméras qui sont soit pour l'agriculture, pour aider à préserver l'environnement, soit pour les infrastructures, pour optimiser les ressources en eau, et beaucoup pour d'autres industries comme la logistique, le ferroviaire, etc. Donc merci à tous pour votre écoute et j'écoute pour vos questions. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une pour démarrer la session de questions-réponses. Rodolphe, est-ce que, en fait, ce sont vos caméras qui sont intelligentes et qui sont préparamétrées pour certains usages, ou est-ce que vous utilisez n'importe quelle caméra et derrière, il y a un post-traitement avec de l'intelligence artificielle ou des programmes particuliers que vous paramétrez à la demande en fonction des usages de vos clients? Oui, très bonne question. Alors nous, on a nos caméras intelligentes qui sont facilement paramétrables pour différents cas d'usage, comme vous avez pu le voir. Mais évidemment, si nos clients ont déjà des caméras installées, on ne va pas polluer la planète et installer les nôtres à côté. Donc du coup, on peut se connecter à ces caméras-là pour mettre l'intelligence artificielle derrière. Donc en fait, on peut s'adapter, même si en général, on installe nos propres caméras. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Qu'est-ce que vous prévoyez comme type d'utilisation, comme cas d'usage dans les plus communément répondus pour votre solution? Alors, les plus communément répandus dans l'industrie en général, c'est souvent du contrôle qualité. Donc, c'est faciliter le quotidien des opérateurs qui passent beaucoup de temps à regarder des chaînes de production. Mais dans le monde des collectivités, c'est surtout des choses qui sont focalisées sur l'agriculture, prévenir des feux de forêt, aider à optimiser les herbicides, aider les infrastructures en eau ou les choses comme ça. Donc, c'est vraiment des applications qui sont centrées sur l'optimisation ou l'automatisation. Comment ça marche dans les endroits où il n'y a pas de réseau ? Alors, quand il n'y a pas de réseau, nos systèmes, alors ils fonctionnent en général en 4G, mais quand il n'y a pas de réseau, l'intelligence, elle est embarquée, donc ça peut suffire, donc ça dépend de l'application si elle est critique. Voilà, dans le ferroviaire, on a des applications qui sont évidemment critiques, avec des trains et des personnes dedans, et dans ces cas-là, il faut une connexion pour assurer le système le plus performant possible, mais dans certaines applications, ce n'est pas forcément nécessaire. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de questions dans la salle. J'en ai pas non plus sur Internet. Merci beaucoup. C'est un beau projet. Et maintenant, encore un beau projet. Et le dernier beau projet de ces sessions de pitch, c'est Marc Legal qui va venir nous présenter Holysense. Non, il ne va pas venir nous présenter parce que Marc Legal, je le vois, il est connecté. Et il est loin, Marc Legal. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour. Donc effectivement, j'arrive par le canal de l'Internet. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vous vois, votre écran, je ne le vois pas encore, mais alors, écoutez, commencez votre pitch ou alors faites un petit essai de partage, mais sinon vous commencez votre pitch. On va y arriver. Voilà. Voilà, je vois votre... Oui, il y a un fond étoilé, je suppose. On l'a vu brièvement. Et je vous revois à nouveau. Et là, vous avez
une petite slide d'introduction. Et voilà, c'est parfait. Allez, on est parti pour le pitch. Parfait, donc désolé de ne pas être avec vous cet après-midi. Marc Loyal, donc je suis cofondateur de Holysense et je vais vous présenter une innovation qu'on a appelée MetalSense. Alors, quel est l'enjeu ? L'enjeu, en fait, c'est que lorsqu'on veut connaître dans l'eau quels sont les composants chimiques qui y sont, on est contraint, en fait, à faire ce qu'on appelle des mesures déportées, c'est-à-dire à faire un prélèvement, envoyer ce prélèvement dans un camion qui transporte l'échantillon vers un laboratoire spécialisé, et ça fait des cycles relativement longs qui sont, disons, pas compatibles avec l'idée d'un pilotage, je dirais, en temps réel d'une exploitation. Donc, l'ambition que nous, on développe, c'est de pouvoir apporter aux opérateurs de terrain des solutions de mesure, alors je parle de polluants chimiques ou de composés chimiques, qui puissent être disponibles, on va dire, en temps réel. On pourra revenir rapidement sur la notion de temps réel dans les questions, si vous voulez. Et alors, concrètement, l'idée, c'est que, en fait, en 1 ou 2 minutes, quand on a l'information, ça permet de mieux gérer les crises, donc de savoir où sont les problèmes, pouvoir neutraliser la source, mettre en œuvre des traitements adéquats, informer les utilisateurs. Et c'est intéressant aussi d'avoir cette information en temps réel pour la gestion courante, ce qui permet d'adapter les traitements à la nature de la composition de l'eau et donc de réduire les coûts d'exploitation et tout en améliorant la qualité sanitaire de l'eau. Alors, voilà ma petite présentation. Voilà. Alors pour ça, on a développé initialement des approches scientifiques assez originales où on a mixé des sciences issues du semi-conducteur avec de l'intelligence artificielle et de la chimie de surface, avec l'idée de pouvoir avoir une vision complète des polluants. En ça, on est favorisé, puisque vous ne le voyez pas ici, on est à proximité du campus Nantes-Ladois et on est en étroite interaction avec un certain nombre de laboratoires. Et de fait, avant d'avoir cette vision, je dirais, totale, on s'est intéressé à y aller étape par étape. Et je vais vous présenter un des modules qu'on est en train dont on termine en ce moment le test en laboratoire, qui s'appelle MetalSense. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait d'un petit module que j'ai avec moi, donc qui est vraiment de taille réduite, et qui permet à un opérateur, je dirais, non qualifié, c'est-à-dire il n'a pas besoin de faire des manips de dosage ou quoi que ce soit, de faire une mesure en 2 minutes de polluants dans l'eau. Alors là, en l'occurrence, on s'est attaqué aux métaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à descendre à des limites de détection très basses, puisqu'on atteint le microgramme par litre, et avec un matériel qui peut donc être emmené sur place. À terme, il pourra aussi être connecté et fonctionner en temps réel, mais aujourd'hui, on l'a pensé, je dirais, pour l'utilisateur qui intervient sur le terrain. Donc l'idée, c'est de pouvoir, je dirais, équiper éventuellement un réseau, mais à court terme, je dirais pour des villes de taille médiane, c'est finalement... en cas de problème ou d'urgence, ne pas être handicapé par la distance qui sépare la ville d'un centre spécialiste d'analyse de l'eau. Et puis, ça ne nécessite pas non plus d'avoir un laboratoire assez coûteux sur place, puisqu'on peut faire les manips finalement assez facilement. Et pour terminer, je dirais que notre intérêt pour le Québec, comme vous comprenez, on arrive bientôt à la phase de commercialisation. Mais en tout cas, il y a dans le Québec et au Canada en général, c'est un marché à forte exigence. Je prends pour exemple le fait que les limites autorisées pour le plomb ont été réduites. Et pour nous, c'est des objectifs techniques qu'on est capable d'atteindre. Et l'idée, c'est que si on y va, il faudra qu'on soit accompagné. Et on imagine que le CIVIM 2022 pourrait être pour nous une opportunité intéressante pour rencontrer de futurs distributeurs. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé. Vous avez largement dépassé. Voilà. Il va falloir s'entraîner au pitch, parce que si j'avais été méchant, je vous aurais coupé la parole depuis 1 minute. Alors j'ai une question à vous poser, à moins qu'il y ait des questions dans la salle, mais sinon j'ai une question à vous poser. Vos appareils relèvent des données, quid de la précision, quid de la certification de ces données et quid de la traçabilité de ces données? Est-ce que je peux revenir sur 1 mois de prise de mesure? Voilà, comment ça fonctionne? Oui. Alors aujourd'hui, nous, on a avant tout travaillé, je dirais, sur le dispositif physico-chimique qui permet de générer la donnée. Ces données-là, ensuite, elles peuvent être remontées par différents systèmes d'information sur des zones de stockage. Et je dirais que c'est à l'opérateur de définir quelle sera sa manière de gérer la donnée. Pour l'instant, nous, on est sur le hardware.
Une question dans la salle? Plus de questions? Eh bien, écoutez, ça va conclure notre première session de pitch de